Bonjour à tous, vous allez donc visionner le premier webinaire de notre série visionner le premier webinaire de notre série Rapprocher les mondes naturalistes et agricoles. Il est consacré à l'observation et à la préservation des auxiliaires de grande culture avec le témoignage de Hubert Compère, agriculteur, et Raphaël Rouzès, entomologiste. Il se déroule en deux parties. La première partie où je vais laisser la parole à nos deux intervenants après une courte introduction de ma part. Et ensuite, on aura un temps d'échange avec les participants. Donc, ce webinaire s'est tenu le 21 novembre 2022 et a été organisé par l'association Noé avec le soutien de la Fondation Nature et Découverte. Donc, petite présentation rapide de Noé. Donc, Noé, c'est une ONG qui a une vingtaine d'années, qui a pour mission de préserver la biodiversité. Elle a des programmes en France et à l'international. En France, il s'agit surtout de restaurer la biodiversité dite ordinaire, avec notamment un programme qui s'intéresse à la biodiversité des milieux agricoles. Et à l'international, on a surtout des missions de conservation des aires protégées et de collaboration avec les communautés qui vivent à leurs alentours. Et enfin, on a aussi des activités de plaidoyer pour porter la parole de la biodiversité avec d'autres associations et notamment faire en sorte d'avoir des politiques publiques favorables à la biodiversité. Très rapidement, pour présenter le contexte de cette série de webinaires, donc dans le cadre de notre mission biodiversité agricole que je pilote, Noé agit avec des acteurs des filières agroalimentaires, donc notamment des coopératives agricoles, des industriels, des distributeurs ou des labels, pour faire en sorte qu'ils soutiennent les agriculteurs et les accompagnent dans la transition agroécologique, avec une forte place donnée à la biodiversité. Dans notre travail, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin de rapprocher les mondes naturalistes et agricoles, notamment pour sensibiliser et faire comprendre le fonctionnement des écosystèmes, les relations entre les pratiques agricoles et la biodiversité sur le terrain, et puis aussi pouvoir observer l'impact de ces changements de pratiques et le retour de la biodiversité. C'est dans ce cadre-là que l'année dernière, en début d'année, en janvier 2022, nous avons mis en ligne un annuaire qui rassemble une centaine de naturalistes et écologues prêts à collaborer avec les agriculteurs, les coopératives, les groupements, les collectifs sur ces sujets. Et donc, annuaire dans lequel est inscrit Raphaël, que vous allez pouvoir entendre par la suite. Justement, je vais faire la petite présentation de Raphaël puisque nous n'avons pas enregistré le début de ce webinaire. Raphaël, c'est un entomologiste qui est indépendant. Il a créé sa société qui s'appelle Entomo Remedium et où il propose une expertise sur ce qu'il appelle l'entomologie agricole. À l'origine, donc Raphaël est issu d'une famille d'agriculteurs du côté de sa mère et il a un père qui est écologiste, entomologiste. Et donc il a rapidement, il a été passionné dès les débuts et a souhaité mettre en commun ces deux expertises. Donc il est titulaire d'un bac +5 spécialisé en entomologie. Et a fait différentes expériences dans des organismes agricoles. Et c'est en 2010 qu'il a créé cette structure basée en Nouvelle-Aquitaine. Il propose 4 activités: du conseil, des études, des expérimentations, du diagnostic et des formations. Et donc, tous ces services s'adressent à tout type de culture. Donc là, on va parler de grande culture, mais il travaille aussi en viticulture, en arboriculture, et principalement sur les arthropodes liés au monde agricole, notamment les ravageurs et les auxiliaires. Et donc, on va pouvoir repasser sur l'enregistrement réel du webinaire où Raphaël est en train de préciser justement la définition des ravageurs en s'appuyant sur l'exemple des pucerons. Bon visionnage. Le puceron, finalement, par vection, par nutrition, va affaiblir la plante.
Voilà. Et après, de façon indirecte, soit par vection de maladies type virose ou autre, ou alors par le fait qu'il dégage énormément de miel, va affaiblir ou entraîner la mort des plantes. Ça change quoi? Ouais. Je vais juste couper le son. Ouais. Ok. Voilà. Donc, des ravageurs, on en trouve vraiment sur toutes les plantes cultivées et ils sont souvent liés en fait, à un cortège d'auxiliaires. Alors, les auxiliaires, c'est un terme un peu générique. L'auxiliaire, c'est comme l'auxiliaire avoir ou être. C'est un peu tous les organismes qui vont aider les agriculteurs. Alors, les auxiliaires, on en trouve vraiment chez tout type d'organismes. Ça peut être des insectes ou des arthropodes, mais ça peut être aussi des vertébrés. Le terme aussi auxiliaire, c'est bien de le définir. C'est un terme général. Dans les auxiliaires, on peut trouver en fait des organismes qui vont aider l'agriculture via la pollinisation, des organismes qui vont aider l'agriculture via la dégradation de la matière organique. Mais moi, ma spécialité, c'est un peu les auxiliaires qui vont être ennemis des ravageurs, voilà. Qu'on appelle auxiliaires au sens strict. Vous les avez décrits là sur la diapo, on trouve 3 grandes catégories. Les principaux, ce sont les plus connus, on va dire, ce sont les prédateurs, qui peuvent être spécialistes ou généralistes, voilà. Qui, pendant une partie ou la totalité de leur cycle, vont réguler les ravageurs. Donc là, on a plein d'exemples. Hein. Le plus connu, par exemple, qui limite les pucerons, c'est les coccinelles, qui sont assez spécialistes sur les pucerons. Mais on a aussi les prédateurs les plus généralistes qu'on trouve dans tous les agrosystèmes, ce sont par exemple les araignées. Voilà. Un autre groupe d'auxiliaires, ce sont les parasitoïdes, symbolisés à droite là, par la figure là, de Alien. Alors, les parasitoïdes, je ne sais pas si vous connaissez, un des plus connus est utilisé contre la lutte de la pyrale du maïs, ce sont les trichogrammes. En général, les parasitoïdes sont des guêpes solitaires, des micro-guêpes dont la femelle, en fait, pendant son cycle, va pondre à l'intérieur d'un hôte. Alors, l'hôte, ça peut être l'œuf, la larve ou l'adulte du ravageur, et dont sa propre larve en fait, va se développer à l'intérieur de l'hôte et entraîner ensuite sa mort. Voilà. C'est pour ça qu'on le considère comme auxiliaire. Alors, les parasitoïdes ne sont pas des parasites. Les parasites sont des organismes qui vivent aux dépens de l'hôte, mais qui n'entraînent pas leur mort. Voilà. Donc, vous verrez durant le webinaire, on parlera d'exemples concrets de parasitoïdes qu'on voit dans grande culture, notamment dans le colza. On en parlera après. Voilà. Et un dernier groupe, ce sont les pathogènes de ravageurs. Ce sont tous les micro-organismes qui se développent aux dépens des ravageurs, en fait. Les virus, les bactéries, les champignons, etc. etc. Ce dont on va parler essentiellement là, dans ce webinaire, c'est surtout les insectes et arthropodes auxiliaires, c'est-à-dire les 2 premières catégories, les prédateurs et les parasitoïdes. Voilà. Et du coup, est-ce que l'exemple du puceron là que tu vas nous donner juste après, si tu peux le faire rapidement, Ouais. Alors, autour du puceron, je passe assez vite. Hein. Voilà. On va avoir donc ces 3 grands groupes d'auxiliaires qui interviennent durant tout le cycle du puceron. On va voir les prédateurs, là, que vous avez en haut à gauche. Donc, il y a différents groupes, notamment les chrysopes, les staphylins, les cirphes, les coccinelles, les araignées. Tout ça vont prédater en fait, les pucerons de la larve à l'adulte. Ensuite, on va avoir des groupes de parasitoïdes spécifiques. Ce sont des guêpes, là, vous les voyez à droite, là, en haut à droite, symbolisé par toujours le logo Alien. Donc, c'est des toutes petites guêpes appartenant à des groupes particuliers, là, qui sont les aphidinés et les aphélinidés. D'ailleurs, on retrouve la racine grecque de aphididés, qui sont les pucerons, voilà, qui pondent leurs œufs à l'intérieur des pucerons. Alors, s'il y en a qui travaillent là dans le domaine, souvent, on s'aperçoit qu'un puceron est parasité parce qu'on observe une momie de puceron. Voilà. Ça veut dire qu'un puceron a été parasité par ces parasitoïdes. Et après, on a en bas à droite une illustration d'un pathogène qui existe, qu'on peut retrouver régulièrement dans les champs cultivés. C'est les entomophthorales. Ce sont des champignons qui se développent
sur le puceron et voilà, qui vont le neutraliser et même, enfin, par sorte de pandémie, peuvent même affaiblir une population très grande de pucerons. Ça, ce sont des exemples. Donc là, c'est d'autres exemples. Alors là, on les a illustrés là, sur cette diapo parce que c'est des exemples qu'on avait pris en photo chez Hubert Compère. Voilà. Alors, il y en a plein, en fait. Hein. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour un ravageur donné, on a tout un complexe, tout un cortège assez important là, d'auxiliaires là, qui régulent en fait ce ravageur. Quoi. Donc là, on a plein de choses, là, des mouches. Là, vous voyez en gros plan une larve de cirfin qui est en train de réguler les ravageurs. Je reviens en arrière et pas que j'avance. Ouais. Donc là, ouais, dernière, donc là, c'est la larve de cirfe qui régule une colonie de pucerons cendrés, là, par exemple. Voilà. Et là, dernière diapo, on a différentes illustrations de parasitoïdes. Ce sont des guêpes solitaires. En fait, ça ressemble plutôt à des fourmis ailées. Voilà, ça ne ressemble pas aux guêpes classiques qui vont finalement pondre à l'intérieur des pucerons et former ce qu'on a en bas, là, les fameuses momies. Donc, à l'intérieur de la momie, on a une larve qui se développe et qui se métamorphose par la suite. Voilà. Ok. Merci, Raphaël, pour cette présentation. Et du coup, Hubert, je vais te laisser la parole avant de parler de votre travail avec Raphaël pour présenter ton exploitation et puis les approches que tu développes dans tes pratiques agricoles. Ouais. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Moi, je cultive dans les Hauts-de-France, dans le département de l'Aisne. Je suis sur un système grande culture installé depuis 1985. Donc, au fil des années, on a suivi un peu toutes les évolutions de connaissances et de types de protection de culture. Au niveau des insectes, on a utilisé jusque les années 2000 beaucoup d'insecticides, souvent dans des situations où on traitait systématiquement, à des seuils, quoi, à des stades plus qu'à des seuils. À partir des années 2000, on a commencé à atteindre des seuils de nuisibilité, donc les traitements insecticides n'étaient plus vraiment automatiques. Et puis après, progressivement, on s'est aperçu que certaines interventions insecticides devenaient contre-productives. J'avais vu ça notamment sur un champ de blé où un insecticide systématique avait engendré une invasion de pucerons à plus d'15 jours. Donc là, c'est là où j'ai commencé à me pencher sur le problème des parasitoïdes. Donc à l'époque, on utilisait quand même des insecticides qui étaient très toxiques, quoi, très peu sélectifs. Et en fait, quand j'étais intervenu sur une cécidomie du blé, en fait, j'avais régulé ou j'avais tué les parasitoïdes qui étaient peut-être certainement en action déjà sur les pucerons. Ce qui fait qu'en comparaison, un champ voisin, il n'avait pas reçu cet insecticide-là est resté plutôt sain ou très peu colonisé par les pucerons par rapport à celui qui avait été traité insecticide à moins 15 jours. Donc ça a été une révélation, ça a été confirmé par un ingénieur de la Chambre d'agriculture. Et puis c'était une période où aussi on connaissait des échecs sur notamment sur les colzas où on commençait à parler de résistance. Donc la résistance, en fait, ça veut dire que de toute façon, on va traiter sans efficacité sur l'insecte cible, le ravageur qu'on veut réduire. Et en fait, sur ces interventions-là, on suppose qu'on va plutôt réduire la population des auxiliaires. Mais il faut quand même savoir qu'à l'époque, entre 2005 et 2010, on avait très peu de connaissances sur les auxiliaires. Hein. C'était parfois dans des livres, mais par contre, il y avait très peu de suivi en grande culture. Donc là, oui, on a commencé à regarder. Le hasard a fait que j'ai pu rencontrer Raphaël en 2012, et c'est à partir de ces années-là où on a commencé à établir des protocoles d'inventaire et puis à rentrer dans les connaissances. Sinon, l'autre particularité de l'exploitation,
c'est que depuis 2002, j'ai supprimé les labours et puis, pour passer à une agriculture avec beaucoup de couverts, de temps en temps, on se risque à faire un semis direct. Je pense qu'on préserve beaucoup plus les auxiliaires en ne les enfouissant pas avec une charrue. Maintenant, on est à peu près sûr que le système fonctionne bien, mais bon, il faut quand même quelques années de confirmation, quoi. Donc là, en fait, depuis, on observe les insectes avec Raphaël ou avec d'autres structures, où tous les ans, je fais des inventaires. C'est toujours sur le même site que j'observe. Donc, on est sur des rotations conventionnelles, hein. Il n'y a pas de légumes et il y a pas d'animaux non plus. Mais bon, on a une bonne richesse au niveau insectes. Les rotations, c'est important. Donc, avec la politique agricole commune, aujourd'hui, on est au moins tenu de faire 4 à 5 cultures, voire 5. On a aussi sur ce site des haies, des bordures que j'ai densifiées avec des plantations de buissons. De toute façon, depuis 85, j'ai toujours gardé les haies, les friches et j'ai rien changé en termes d'infrastructure. Alors, les fleurs, c'est important, on le verra par la suite, mais bon, on peut le souligner. C'est ce qui fixe alors, les pollinisateurs patrimoniaux, ça va être les abeilles sauvages ou d'autres insectes. Mais par contre, là où c'est intéressant, c'est que ces fleurs-là, avec le nectar, ça nourrit et ça rend les auxiliaires plus dynamiques au niveau des pontes et des régulations. Donc là, oui, après, il faut avoir des fleurs. L'idéal, c'est d'avoir des fleurs tout au long de la saison, hein. On voit en haut à gauche les pruneliers. Puis après, il y a le cortège des rosiers sauvages. Toutes les fleurs sont attractives et puis rendent des services. Alors là, on voit de la matricaire. Alors c'est une mauvaise herbe, mais en bordure, elle ne gêne pas. On peut traiter, désherber correctement le champ, hein. Là, c'est un champ de blé, mais garder avec une bonne qualité de pulvérisation, garder la bordure fleurie. Après, ça, c'est les carottes sauvages qui arrivent un peu plus tard, mais toutes à l'observation fixe des auxiliaires. Alors, c'est moins les micro-guêpes, là, ça va être plutôt les cirques ou alors les tachinaires qui arrivent plus tard, mais qui ont tout un rôle de régulation de parasites des cultures. Ok, merci Hubert. Du coup, Raphaël, je vais te redonner la parole pour présenter peut-être le premier travail qui vous a amené à travailler ensemble et qui a déclenché tout le reste ensuite. Oui, tout à fait. Donc, finalement, c'est via une société qui vend des insecticides qu'on va parler de biodiversité. Voilà. Donc, la première fois qu'on s'est connus avec Hubert, c'était en 2012. Et c'était une étude commandée par Dupont, où on a fait un inventaire entomologique chez Hubert via différents types d'échantillonnage. Voilà. Vous avez le schéma là au milieu. Là. On avait défini 3 zones où on a fait donc 2 programmes insecticides et un témoin. Et donc, à travers différents types d'échantillonnage que vous avez en bas, c'est-à-dire du barbeur, du fauchage ou la cuvette jaune, là, on a fait des prélèvements avant et après traitement et on a regardé qu'est-ce qui se passait au niveau du cortège et de la richesse entomologique. Voilà. Donc, ce qu'on s'est aperçu, c'est que, bon, forcément, il y avait un impact insecticide sur la diversité des auxiliaires, voilà, on ne retrouvait pas ce même impact dans les 2 programmes insecticides. Et ensuite, ce qui a été étonnant aussi, et moi le premier, hein, parce que c'était un peu la première fois que je travaillais sur colza là, avec autant de minutie,
qu'il existait des cortèges d'auxiliaires ultra spécifiques des ravageurs du colza, et notamment des coléoptères ravageurs du colza, que sont les méligètes, les altises et charançons. Et c'est là qu'on a mis en évidence la présence d'un parasitoïde, d'un hyménoptère, qu'on appelle Echinomonidés tersilokinés. Donc c'est ce que vous avez à l'écran là, voilà. Donc, c'est micro-guêpes là, qui ne dépassent pas les 5 mm, voilà, qui passent totalement inaperçus. Voilà. On trouve différentes espèces qui vont être liées intimement aux différentes espèces de ravageurs, de coléoptères ravageurs qu'on a dans le colza. Donc, celle que vous avez présentée ici, c'est celle qui est un peu spécifique des méligètes du colza. Là. On a un mâle et une femelle. Là. Voilà. Donc, ces micro-guêpes, en fait, vont très vite être présents dans les champs de colza, en fait, dès la floraison, là, ou même un peu avant la floraison. Voilà. C'est ce que tu as dans le cycle juste après, ce qu'on a dans le cycle là, juste après. Ouais, oui. Ouais, vas-y. Donc, ces guêpes-là, en fait, vont... Ah, j'ai plus l'écran, Pauline. Je le remets. Ok, merci. Donc, ces micro-guêpes, en fait, vont pondre dans les jeunes larves qui se trouvent dans les inflorescences de colza, là, voilà, et leurs larves vont se développer aux dépens des larves de méligètes. Ces larves-là vont rester dans le sol, alors que les méligètes qui ne vont pas être en fait parasités vont continuer leur cycle, vont émerger l'été suivant et regagner en fait des sites à proximité des champs, là, dans les zones sauvages. Ces larves-là qui sont parasitées vont rester dans le sol, voilà, jusqu'au printemps suivant et vont émerger finalement d'un précédent colza, qui est en général un champ de blé. Voilà. Donc tout ça, c'était étonnant, on ne s'attendait pas à ce qu'il y en ait en fait une telle population, quoi. Et rien que via un inventaire où on ne cherchait pas spécifiquement ce type d'auxiliaire, on s'est aperçu qu'elles étaient énormément représentées. Et ça nous a permis après de développer plein d'observations et de protocoles avec Hubert, un peu dédiés à ces parasitoïdes spécifiques des ravageurs du colza. Voilà. Donc, dans la littérature, on retrouve des taux de parasitisme énormes, qui arrivent à plus de 50% dans les populations de méligètes. Donc, ça a un impact quand même assez important sur les dégâts que peuvent engendrer les méligètes sur les années en fait, qui suivent les moments de parasitisme. Voilà. Donc, peut-être que Hubert, tu veux commenter ces photos avant que je développe autre chose. Ouais. 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 Donc là, en fait, cette observation-là, pour moi, c'était de la grande découverte. Hein. Mais après, ce que j'ai très vite, j'ai voulu savoir de où venaient les micro-guêpes. Et puis après, en fait, on a fait différentes opérations les années suivantes. Hein. Le problème, c'est qu'on voit quelque chose une année, mais en général, si on veut confirmer l'observation, il faut attendre l'année d'après, quoi. Donc, sur cette micro-guêpe-là, je me suis dit, le meilleur moyen de la tirer, c'est dès l'émergence dans le blé de colza, c'est de positionner des bouquets de fleurs de colza. Et en fait, ça s'est avéré très productif parce que quand il y a une émergence, elles sortent du sol et elles vont tout de suite chercher du pollen de colza. Elles sont conditionnées pour ça. Et donc, on voit les périodes d'émergence et quand on observe de près, on voit d'abord les mâles et puis après les femelles. Donc, ça permet quand même de déterminer une période où il faut, surtout quand elles émergent, elles vont aller chercher tout de suite une bordure de champ de colza et elles vont attendre, les mâles vont attendre les femelles sur le bord du champ. Et si on est capable de les identifier, de bien les observer, là, on peut dire qu'à ce moment-là, il ne faut surtout pas au moins traiter la bordure avec un insecticide parce que, en fait, on va traiter la solution pour les années à venir. Hein.
La première année, bon, bah, les larves de méligètes vont faire un peu de dégâts. Bon, après, elles vont s'affaiblir si elles sont pas parasitées. Par contre, si elles sont détruites par la larve, les années futures, elles seront plus là pour faire le dégât, quoi. Donc ça, c'était quand même quelque chose qui s'est confirmé d'année en année et qui n'a jamais été démenti. Aujourd'hui, ça, c'est une observation sûre. Là, tu peux mettre celle d'après, voilà. Alors ça, pour reconfirmer, en fait, ça, c'est des captures au filet fauchoir dans 2 champs de blé, hein, voisins. Un champ de blé, blé de colza, précédent colza. Même temps de capture. Donc là, bon, on capture les micro-guêpes qui émergent en nombre, hein. Et puis après, sur le blé de pois, bah, de toute façon, on en voit beaucoup moins. Et c'est peut-être même pas les micro-guêpes du colza, quoi. C'en est d'autres, hein. Elles fonctionnent toutes à peu près pareil, quoi. Alors, blé de pois, blé de colza, je ne sais pas s'il y a des gens qui ne sont pas trop agronomes, mais c'est Oui. un blé après un colza et un blé après un pois. Voilà. Voilà. Moi En aussi, fait, l'expression comme ça, je ne l'utilisais oui, bah, pas je le beaucoup. reprécise, hein, de toute façon, dans les rotations, Ouais. bah, de toute façon, on change de culture tous les ans et on sème du blé après un colza parce que c'est plutôt un précédent riche. Mm. Et on sème aussi du blé après un pois pour bénéficier de l'azote qui est en reliquat. Ok, merci. Alors là, on va passer Alors, sur d'autres fonctions, voilà. enfin d'autres auxiliaires. Alors, toujours cette superbe étude fondatrice de 2012, on s'est aperçu d'autres choses. Alors, même si ce n'est pas ça qu'on regardait, on regardait essentiellement la cohorte d'auxiliaires. Mais finalement, dans les données de capture, on a eu autre chose. On a eu une information sur les pollinisateurs. Et moi, le premier, on s'est aperçu que dans un champ de colza, on avait beaucoup de pollinisateurs et pas uniquement des Apis mellifera. Ça a été très intéressant. Et finalement, Apis mellifera, elle était représentée dans les champs de colza que si on mettait des ruches à proximité. Mais la plupart du temps, de façon totalement naturelle, on avait des abeilles dites sauvages, voilà, solitaires, qui venaient en fait polliniser le colza naturellement. Donc finalement, on s'est aperçu que dans une parcelle, on va dire, de colza naturelle, on avait plusieurs espèces d'abeilles solitaires, notamment des groupes comme des andrénidés ou des alectidés qui participaient à la pollinisation du colza. Ce qui nous a amené en fait à regarder un peu qu'est-ce qui se passait sur les bordures des champs de chez Hubert. Et là, tout à l'heure, Hubert l'a évoqué. Ces bordures à lui ne sont pas désherbées. Il y a souvent des friches, entre guillemets, mais pas dans un aspect péjoratif des choses. Il y a beaucoup de plantes, de flore naturelle qui se développent avec en fait une succession de floraisons, ce qui fait que en fait, chez Hubert, on a représenté énormément de pollinisateurs, voilà, différents, des apoïdés, voilà, appartenant à la grande famille des abeilles, et toutes solitaires, et toutes plus ou moins oligophages, c'est-à-dire spécialisées dans un type de fleur. Voilà. Donc voilà, on a commencé à mettre le doigt dans un engrenage très complexe. Il nous a montré cette diversité chez lui, là. Et donc, de cette bordure, en plus, on avait certaines abeilles qui basculaient dans les champs, donc qui participaient finalement à la pollinisation de certaines cultures. Voilà. Et en plus de ça, on a vu énormément de choses, ce qu'on appelle les suiveurs, c'est-à-dire associés à tout ce cortège complexe de pollinisateurs, on a des abeilles dites solitaires qui sont parasites de ces abeilles sauvages et d'autres mouches. Donc, je ne rentre pas dans les détails, on pourra en discuter après. Là. Voilà. Donc, voilà, c'est sur chaque plante, chaque fleur, on observe en fait une diversité très grande de pollinisateurs. Donc, j'y viendrai par la suite. La colonne vertébrale d'une exploitation qui fonctionne bien, qui est fonctionnelle, c'est sa diversité floristique. Voilà. Et sa diversité floristique et surtout cette succession florale qu'on peut avoir tout au long de l'année. Voilà. Dès que vous avez finalement, dès que vous avez un manque de fleurs dans une exploitation agricole, eh bien, on a un effondrement de la biodiversité. Voilà. C'est quelque chose voilà, de très pragmatique. Voilà. La biodiversité est réellement liée à cette floraison. Parce que via les fleurs, on a aussi énormément de prédateurs, voilà, qui vont passer par la case pollen et nectar.
Là, ce qu'on voit, en fait, c'est des cirfes. Tout à l'heure, je vous parlais de la larve de cirfe qui régulait les pucerons, mais finalement, les adultes de cirfe, s'ils n'ont pas de pollen et de nectar à proximité des cultures ou des champs cultivés, eh bien, ils ne peuvent pas pondre finalement dans la culture adjacente, et finalement, il ne peut pas y avoir cette fameuse régulation naturelle qu'on attend tous. Et même des auxiliaires comme les coccinelles, ça, peu de personnes le savent, mais elles ne mangent pas uniquement des pucerons. Les coccinelles femelles ont besoin de passer via la case pollen et nectar pour avoir des acides aminés un peu essentiels pour pouvoir pondre derrière et avoir une plus grande longévité et une plus grande fécondité dans les cultures à côté. Voilà. C'est un peu tout ça qu'on s'est aperçu. Donc c'était très intéressant. Donc par la suite, ben, on a collaboré ensemble plusieurs fois. Donc ça, c'était en 2012. Donc à partir de 2012, en fait, on a collaboré tous les deux. Voilà, on s'est mis en contact et on a mis en place en fait des inventaires de la biodiversité fonctionnelle dans les différentes parcelles du BER. Donc en général, ces inventaires se font en 2 temps, vu qu'on n'habite pas à côté. Lui, il est dans l'Ain, il est dans le nord, et moi, je suis dans le sud, à Bordeaux, donc je ne peux pas me rendre à chaque échantillonnage chez lui pour faire les inventaires. Donc, en gros, Hubert va échantillonner les différents insectes, les différents organismes, voilà, via différents modes opératoires qu'il vous décrira après. Et moi, après, au laboratoire, il me les envoie propres dans de l'alcool et je vais analyser vraiment tous ces organismes qu'il a capturés auparavant. Moi, si tu veux, Hubert, tu peux décrire les différents types de modes opératoires de biodiversité que tu réalises dans tes parcelles. Donc, après, ça dépend des périodes d'observation. Moi, j'aime bien le filet fauchoir parce que je peux l'avoir dans la voiture de plaine ou alors même dans le tracteur. J'en ai un plus petit. Ça veut dire qu'à un moment, si j'ai envie d'observer une culture en particulier, je prends le filet fauchoir, j'ai des boîtes, puis je collecte. Hein. Donc, ça peut être des observations ciblées. Si je veux voir, par exemple, dans les blés, s'il y a eu, avec le filet fauchoir, on arrive à voir si, par exemple, il y a des présences de micro-guêpes, mais aussi des présences de larves de cirque. Le gros filet fauchoir permet, de toute façon, on fauche pendant 2 minutes et on regarde ce qu'il y a dans le filet et de toute façon, on voit très vite s'il y a un ratio favorable aux auxiliaires ou alors il n'y en aurait pas assez pour réguler, quoi. Dans les blés à épiaison, ça se passe plutôt bien en général. Il y a plutôt toujours une bonne cohorte d'auxiliaires. Après, dans les pièges plus fixes. La cuvette jaune, c'est quand même super intéressant. Moi, à la différence où en fait je l'enterre pour avoir en fait à la fois la fonctionnalité d'un piège barbeur où là on va faire tomber les insectes qui circulent sur le sol. Et puis après, l'effet attractif du jaune pour aller capturer les volants, quoi. Après, il y a d'autres techniques. Il y a une technique que j'aime bien maintenant, aujourd'hui, avec les appareils photo qu'on a. Ça reste quand même, bon, elle est pas photographie, mais c'est prendre des photos, rester en statique sur une zone du champ et puis attendre un peu, parce qu'en général, quand on arrive, les insectes s'enfuient, ou une partie, et on attend statique, et puis là, on peut voir quand même pas mal de choses. Et avec la qualité des appareils, aujourd'hui, on peut faire des belles photos, quoi. Ensuite, tu peux passer la diapo d'après. Il y a des observations d'opportunités pour les agriculteurs, c'est à savoir quand on intervient dans un champ, on voit sur les masses du tracteur ou sur le pont avant, on voit les insectes qui se collent. Donc ça, c'est plutôt dans des cas En fait, je me suis aperçu qu'il faut que pour coller les insectes sur les masses de tracteur ou alors
sur les parties qui frottent dans la végétation, il faut une certaine humidité. Et là, les insectes sont collés avec les étamines et avec l'humidité. Et là, on voit très vite, de toute façon, qu'il y a quand même une bonne proportion d'auxiliaires, très peu de pucerons. Bon, c'est une situation favorable. Où là, de toute façon, quand on confirme des observations comme ça, on sait qu'on ne doit pas intervenir, ça ne servira à rien, quoi. Après, il y a aussi, là, bon, quand on utilise le broyeur dans les engrais verts, on peut voir aussi des bonnes quantités d'insectes, notamment de certaines punaises ou des choses comme ça. Et là encore, toujours chercher le ratio entre auxiliaires et ravageurs. Après, quand j'ai le temps de trier, j'envoie un échantillon comme ça à Raphaël et puis lui fait parler la science et comme ça, je sais exactement ce qu'il y a dans mes champs. Ok. Celle d'après, je ne sais pas si c'est… Ouais, c'est Raphaël qui Ouais. va commenter des résultats. On a pris un peu de retard, Voilà. Raphaël, si tu peux le faire. Comment? On a pris un peu de retard. Ouais, bon, je me dépêche, mais juste voilà, ça c'est un exemple concret de notre collaboration. Il faut vous dire aussi que rien n'est statique en fait, hein. Cette collaboration-là qu'on a depuis, voilà, pas 10 ans, mais presque, hein, nous permet d'avancer aussi sur les protocoles d'inventaire. On a une évolution des types de captures, hein. Donc là, juste, je passe rapidement, c'était un inventaire comparatif d'échantillonnage qu'avait fait Hubert le même jour sur blé et féverolles. Voilà. Alors moi, ce que je fais quand je reçois ces échantillons, je fais de la détermination. Voilà. Mais quand je fais de la détermination, je ne peux pas faire une liste complète et arriver jusqu'au niveau espèce, parce que c'est trop compliqué. L'entomologie est très complexe. Il faudrait des spécialistes, il faudrait beaucoup de temps. Enfin, bon, voilà. En fait, l'idée, c'est que j'arrive à un degré de pertinence qui me permet de donner une fonction. Et les fonctions, c'est ce que vous avez dans le tableau en bas. Est-ce que j'ai affaire à des auxiliaires? Est-ce que j'ai affaire à des phytophages? Est-ce que j'ai affaire à des pollinisateurs? Ou est-ce que j'ai affaire à des neutres? Voilà. Donc là, ça me permet comment dire, de ranger ce qu'on appelle les taxons. Et les taxons, en gros, c'est via la détermination, je vais avoir différents niveaux de détermination. On va avoir un mélange de familles, d'espèces, de genres, etc., etc. Voilà. Et quand on veut parler de tout ça, puisqu'on ne peut pas parler d'espèces, parce que ce n'est pas forcément que j'ai déterminé jusqu'à l'espèce, on parle de taxons. Voilà. Et donc, ça nous donne une cartographie de tout ce qu'on a dans un champ cultivé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en blé et féverolles, on va avoir des choses totalement différentes pour plein de raisons. Pour l'année climatique, alors le fait que ce soit des cultures différentes et le fait qu'il y ait finalement des ravageurs totalement différents. Donc, associé à ces ravageurs différents, on va avoir tout un cortège d'auxiliaires qui va être spécifique ou au contraire généraliste. Voilà. Donc là, c'est un peu la description encore plus détaillée de ce qui se passait vraiment dans le champ de blé et de féverolles, avec d'un côté les prédateurs et les parasitoïdes. Finalement, des espèces communes, on en a quelques-unes, mais on a tout un cortège vraiment d'ultra spécifiques qui sont vraiment intimement liés à la culture qu'on étudie. Alors, ce qui est intéressant, c'est les communs, parce que de temps en temps, on a des espèces qui peuvent passer, en fait, qui peuvent basculer en fait, d'une parcelle à une autre. Et ça, c'est très intéressant dans la fonctionnalité de l'exploitation générale. Voilà. Donc, on est en retard. Donc, voilà. Vous voyez, les couleurs, ça correspond en fait à des taxons différents. Et vous voyez que pour une même capture, le même jour, avec le même type d'échantillonnage, on a une cartographie totalement différente en termes d'auxiliaires. Okay. Là, Hubert, l'idée c'était de te redonner la parole. On n'a pas forcément de slide au début pour ça, mais c'était plus pour que tu expliques en termes d'organisation comment tu as introduit ça dans ta conduite un peu quotidienne, même si tu es monté en compétences énormément depuis 10 ans et que tu fais beaucoup d'observations toi-même, comment tu arrives à trouver le temps de faire tout ça ou à faire appel à des personnes extérieures pour le faire avant d'envoyer les échantillons à Raphaël ou même identifier toi-même, quoi. En fait, ça devient pour moi de plus en plus simple dans le sens où je sais à peu près ce que je vais chercher à telle époque ou dans telle culture.
Je connais les techniques de capture. Et après, c'est un peu la notion de suivre un peu les émergences qu'il y a dans la plaine. Par exemple, je vais avoir des repères visuels comme la floraison des pruneliers de bord de champ. Donc là, je sais que je vais commencer à chercher certaines abeilles sauvages si j'ai envie de les trouver. Après, ça sera la floraison des colzas où là, ben, on va chercher un peu les auxiliaires, mais aussi les abeilles sauvages qui butinent en même temps que sur les pruneliers. Et puis après, bah, tout au fil de la saison, bon, bah, moi, dans mon métier, je vais plus chercher les auxiliaires. Mais après, quand je tombe sur quelque chose d'un peu particulier, une espèce patrimoniale qui n'a pas de fonction particulière, bah, je vais m'y intéresser. Alors, pour faciliter le travail de Raphaël, et des entomologistes en général, ceux qui recherchent un peu les noms d'espèces, c'est quand même de trier, en fait. Parce que, bah, de toute façon, s'il y a 400 ou 500 espèces d'insectes sur une année, on ne peut pas lui amener tout en bloc, quoi. Donc, ben, pour faire bien, il faut cibler déjà ce qu'on veut chercher, quoi. Et donc là, c'était une observation, là, c'est un exemple que tu n'as pas fait de toi, mais quelqu'un Voilà. qui a pu faire un stage pour aller très loin dans les observations. Donc là, c'est un peu une méthode qu'on a mis au point avec une petite cousine là, qui cherchait un stage. Et en fait, moi, ce qui me frustrait un peu, c'est que dans tous les protocoles, on avait quand même des espaces assez importants entre les captures. Et je voyais bien qu'entre deux, il se passait des événements. Alors, donc, je lui ai fait passer sur toujours le même, enfin, le même parcours, 3 fois par jour, matin, midi, soir, pour voir un peu bah, tout ce qui pouvait émerger. Et donc là, elle a juste fait en fait des photos. Elle est très douée pour les photos. Et donc là, on a vu des choses qu'on ne voit pas parce que c'est des événements qui durent que 2 jours, là, l'émergence et puis la reproduction des mouches carnivores, cette espèce-là. En fait, ça a duré que 2 jours. Et quand elle m'a montré cette photo-là sur un champ de colza, j'ai tout de suite été sur un autre et j'ai vu la même chose. Et après, 2 jours après, on ne les voyait plus, quoi. Donc, c'est là où, de toute façon, si on veut vraiment suivre les émergences sur un territoire, je pense qu'il faut accélérer les cadences d'observation. Je pense que le plus léger, ça reste quand même encore l'appareil photo, quoi. Et puis après, si l'année d'après, on a décelé quelque chose d'assez précis, on peut faire une étude spécifique, quoi. Raphaël, là, sur les notions de calendrier d'émergence ou des choses comme ça, qui n'existent pas trop, si tu as envie de réagir. Ou... Oui, les calendriers d'émergence. Alors, ce qui est compliqué, c'est que voilà, on est dans une science, là, l'agroécologie, qui est un peu nouvelle. Les insectes, c'est hyper complexe, il n'y a pas trop de spécialistes. Et finalement, on est en train de défricher les choses, là. Oui, c'est impressionnant les informations qu'on a, quoi. En fait, il faudrait, en termes de calendrier d'émergence, il faudrait faire presque des relevés chaque semaine, quoi. Parce qu'on va avoir des cortèges, des cohortes d'auxiliaires qui vont se succéder. Voilà. Après, il faut essayer de les remettre dans le contexte. À quoi ils servent? Qu'est-ce qu'ils font dans l'exploitation? C'est ça qui est compliqué dans tout ça, là. Voilà. Souvent, dans les études, on se cantonne sur une espèce précise associée avec un auxiliaire particulier. Mais on s'aperçoit que dans une exploitation, notamment dans les exploitations où il y a une grande rotation, où il y a une certaine complexité d'habitat, c'est hyper riche. Donc, qu'est-ce que font tous ces insectes? On ne le sait pas forcément. Par contre, plus ils sont nombreux et plus il y a une grande diversité, meilleure est la régulation des ravageurs. En gros, c'est ça, quoi. Et donc, ces calendriers d'émergence, ça serait un programme extraordinaire si on arrive à le faire via une exploitation comme Uber. Au moins pour avoir une référence de qu'est-ce qui se passe chaque année sur telle culture à cette date, sachant que d'une année climatique sur l'autre, on va avoir des choses complètement différentes. Ça, les gens qui travaillent dans l'agriculture, ils le savent, hein. Les années se suivent, mais ne se ressemblent guère. Et c'est pareil en termes de biodiversité entomologique. Ok.
Et du coup, pour compléter, Hubert, sur la partie, on a vu comment tu t'organisais, mais sur la partie financière, parce que bah, la prestation de Raphaël a un coût, le matériel, etc. Comment tu gères ça? Est-ce que tu as des subventions? Bon, là, pour l'instant, c'est plus le passionné qui gère, hein. La petite stagiaire, là, c'est moi qui l'ai rémunérée. Alors, j'ai pas payé cher, hein. C'est des stages 41 jours, donc c'était un peu plus de 3 euros de l'heure. Après, moi, ce qui m'embête, c'est que on puisse pas avoir un minimum de quoi payer les stagiaires qui doivent observer, parce qu'en fait, on s'aperçoit que le plus important, c'est d'avoir des gens sur le terrain bien formés pour capturer, photographier, etc., pour qu'après, les entomologistes passent moins de temps à trier. Et en fait, après, ils vont mettre un peu en musique tout ce que nous, on collecte. Mais le temps des petites mains, il est pas rémunéré assez. Il est même pas rémunéré dans toutes les actions qu'on mène, quoi. Et bon, l'idéal, ce serait peut-être d'avoir un statut d'agriculteur-chercheur. On en parle depuis quelques années dans les chambres ou au niveau des syndicats agricoles. Par contre, il n'y a rien qui se dégage. Alors, on manque de données. De toute façon, les données les plus fiables, c'est celles qu'on va trouver sur le terrain. Mm. Donc, pour compléter un peu les différentes émergences d'insectes d'une année sur l'autre, ce que disait Raphaël tout à l'heure, c'est que 3 années de suite, on a vraiment eu une très bonne régulation avec les larves de cire. Et cette année, en fait, je trouvais pas beaucoup de larves de cire et de cire après la première période de ponte. Et on s'est aperçu à émergence, parce que ça, c'est aussi une technique d'inventaire, c'est de mettre des pupes de cire ou des momies de pucerons à émergence pour voir ce qui sort. Et en fait, là, cette année, ce qui n'est pas sorti des, c'est pas des cirques qui sont sortis des pulpes de cirque, mais c'est des parasitoïdes qui avaient mangé les larves dans les pulpes. Donc, il y a des cycles. Après, il faut suffisamment de captures pour fiabiliser l'observation, mais elle existe, quoi. Alors ça, c'est ce que je fais en ce moment avec une chercheuse du CNRS, EcoBio. C'est en fait une grande spécialiste des momies de pucerons. Tant à l'automne, ils viennent chercher des momies sur les blés, là, 3 feuilles, une talle. Ils en trouvent quelques-unes et ils déterminent quel est la microguêpe qui parasite les pucerons. Alors, à l'automne, c'est pas toujours top. Bon, là, on est en deuxième année. Il y a des périodes où c'est vraiment défavorable pour les pucerons, donc les microguêpes, elles sont pas présentes. Et par contre, ce qui est beaucoup plus probant, c'est ce qu'on a fait l'an dernier sur les blés à piaison, où là, vraiment, on a capturé, la petite stagiaire, là, elle a capturé 800 momies, hein, capturées et collectées, mis à émergence. Et là, bon, on va seulement avoir les résultats avec Madame Von Barel d'EcoBio, du CNRS, pour déterminer quelles étaient les microguêpes qui étaient active l'an dernier. Alors après, ça avance doucement, hein, c'est tous les ans avec quelques mois de décalage. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, cette autorégulation sur les pucerons à épiaison, elle est bien réelle, quoi. Et elle est même perceptible chez les autres agriculteurs qui, même s'ils n'observent pas, s'ils ont la sagesse d'attendre les seuils de nuisibilité, bien souvent, ils n'interviennent pas. Mais s'ils n'interviennent pas, c'est que souvent, il y a une autorégulation qui a eu lieu. Ok, ok, bah, on va pouvoir reparler de tout ça, enfin, tous ces éléments au moment des questions. Et du coup, il nous reste 5 minutes là avant du petit mot de la fin. Euh, En fait, là, on a vu un exemple de Hubert qui est un agriculteur qui allait assez loin dans cette compétence, enfin, de monter en compétence sur l'observation des auxiliaires et ravageurs. Mais Raphaël, tu as plein d'autres façons de travailler aussi avec des agriculteurs, à travers de la formation, etc. Donc, si tu pouvais un peu nous présenter tout ça et puis les messages que tu Oui, fais passer. oui, alors
Enfin, rapidement, juste moi, par ma situation géographique, je travaille beaucoup en vigne. Je fais un peu comme ce qu'on fait avec Hubert, là, des cartographies de la biodiversité fonctionnelle, mais uniquement dans les paysages viticoles. Et la différence que c'est moi qui vais faire l'inventaire au lieu que ça soit Hubert. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet ensuite de travailler sur l'aménagement après du paysage de l'exploitation viticole via par exemple l'implantation de haies ou changer un peu les pratiques comme des fauches tardives, voilà, laisser les friches fleuries, essayer de moins tondre, de laisser des zones un peu plus sauvages. Voilà. En fait, ce qu'on essaye de voir, c'est sur une exploitation d'augmenter la proportion en fait, de zones un peu sauvages et d'augmenter la diversité floristique. C'est un peu ça à la base, hein, de façon pragmatique. Il n'y a pas besoin de savoir de faire tout l'inventaire de son exploitation. C'est vraiment très pragmatique. C'est plus vous avez une richesse en termes de culture et en termes de paysage et en termes de diversité floristique, plus il va y avoir de fonctionnalités dans une exploitation. Donc voilà, cette cartographie m'amène à pouvoir améliorer finalement la fonctionnalité d'une exploitation via quelques aménagements. Et après, ensuite, ce que tu disais, Pauline, ce qui est important, c'est de transmettre tout ça, là, toutes ces informations, tout ce qu'on voit via des formations. Et ça, depuis 2017, avec Hubert, on a fait quelque chose via un peu la Chambre d'agriculture de l'Oise. C'est des formations théoriques et pratiques chez Hubert dans son exploitation. Donc, on fait le matin, c'est à destination d'agriculteurs ou même de personnes qui sont dans le monde agricole. On fait une petite matinée théorie où on va parler des ravageurs et des auxiliaires en grande culture. Et après, l'après-midi, on va faire des prélèvements d'insectes en direct chez Hubert dans différents types de zones de champs que vous avez là en bas comme photo. Voilà, on va faire différents types d'échantillonnage. C'est intéressant parce que les personnes, même des agriculteurs, s'aperçoivent que un champ, ce n'est pas des serres. Il y a énormément de richesses et très vite, on peut faire des prêtries en disant, mais voilà, finalement, pour un ravageur que j'observe, je vais avoir plein de choses à côté, et notamment dans les choses à côté, là, dans ce groupe d'insectes, d'organismes que j'ai à côté, j'ai pas mal d'insectes qui peuvent être intéressants, qui sont des ennemis de ce ravageur. Voilà. C'est tout un travail pédagogique. Et ça amène à plein de discussions sur les pratiques, les gestions de pratiques, les rotations, le fait de laisser des haies à proximité, etc. etc. Ok. Avant qu'on ouvre les questions, est-ce que vous voulez donner un petit mot de la fin, un message à faire passer un peu général sur les besoins qu'il y a pour faire connaître ce type de travaux dans le monde agricole ou au-delà, je ne sais pas, l'un ou l'autre, ou sinon l'autre. Pour moi, si on veut vraiment avancer, c'est pouvoir éditer plus facilement, avoir un peu de moyens aussi pour une facilité pour sélectionner des bons stagiaires motivés, parce qu'on en trouve vraiment des motivés, faire participer les écoles, hein, parce que c'est ça la clé. D'abord, une école, de toute façon, elle va pouvoir transmettre à travers les programmes les profs qui vont s'investir en général sur ces sujets-là. Ils vont emmener la classe sur des nouvelles notions. Mais après, c'est de pouvoir éditer, quoi. Parce que si on n'édite pas, on laisse pas de traces écrites. 2 ans après, on s'en souvient pas. Et si on veut voir des évolutions dans les insectes en plaine, que ce soit patrimonial ou auxiliaire, il faut quand même à un moment avoir des outils d'évaluation du nombre des espèces et celles qui sont présentes, quoi, surtout, et qui rendent service. Moi, juste rapidement, parce qu'on est en retard, il y a un gros manque d'entomologistes de terrain, en fait. Des personnes qui font un peu mon travail, excepté dans les Frédons et dans quelques chambres d'agriculture. En fait, on n'est pas beaucoup. On doit être 4 ou 5 personnes.
il manque des entomologistes de terrain, voilà, qui soient des terrains, mais même des entomologistes de terrain agricoles, qui fassent le lien entre les observations de l'agriculteur et la recherche, l'INRA ou le CNRS. Voilà. Il faut vous dire que le monde de l'entomologie, c'est un milieu un peu fermé, quoi. C'est soit des amateurs qui sont ultra spécialisés, ultra fans d'un groupe, soit encore des chercheurs qui, eux, via le Muséum d'histoire naturelle, l'INRA ou le CNRS, qui vont être ultra spécialisés aussi dans un groupe ou dans un fonctionnement de groupe. Et ce qui manque, c'est un peu voilà, quelqu'un qui fait vraiment le lien entre ces deux choses. Voilà. Et ce qui manque aussi, donc, c'est des semestres d'études d'entomologie dans les écoles d'agriculture, les écoles d'ingénieurs. Finalement, on ne parle pas trop d'entomologie, quoi. Ça, c'est dommage, quoi. Voilà. Tout ce que je pourrais dire. Ok, merci. Et ben juste avant que j'ouvre aux questions, je vous donne pour les participants les 2 prochaines dates. C'est sur le même principe, c'est un échange entre un naturaliste ou un écologue et quelqu'un du monde agricole. Alors, ce ne sera pas des producteurs directement. Pour le premier, ce sera une personne qui travaille dans une coopérative viticole, donc les vignerons de Buzet. Sera au départ question aussi d'une collaboration avec une entomologiste, donc Johanna Villeneuve-Chassé, mais ça ouvrira aussi sur d'autres volets de la biodiversité, puisque ça a déclenché aussi un travail avec une association locale qui vient faire des relevés régulièrement. Donc ça, c'est lundi prochain. Et le jeudi 8 décembre, là, on parlera plutôt vie des sols. Là, c'est un parc naturel, donc celui des régionales, enfin oui, des Caps et Marais d'Opale, qui a un projet d'agroforesterie et donc avec plus des agriculteurs et ils ont travaillé avec un laboratoire qui analyse tout ce qui est lié à la vie microbienne des sols. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, c'est sur la même page. Je pourrais vous renvoyer le lien dans la discussion, mais vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, et dans tous les cas, sinon, je vous mets juste après les contacts d'Hubert, Raphaël et moi si vous avez encore des questions après notre phase d'échange qui va durer à peu près une petite demi-heure. Du coup, on a des questions dans le chat si vous voulez, et aussi vous pouvez lever la main. Je pense que je vais essayer d'alterner. Euh, je vais commencer par la dernière parce que c'est quelque chose qui avait été évoqué l'avant-dernière au début et je pense que c'est des personnes qui sont arrivées un peu en retard. Hubert, on te demandait quelle était la conduite agricole pratiquée bio, conservation conventionnelle, est-ce qu'il y avait usage d'insecticides? Et je fais le pont avec la question juste avant qui demandait comment tu gérais les bruches sur le pois ou févrole. Donc, au départ, j'étais vraiment sur une conduite très conventionnelle. Et puis après, progressivement, avec la suppression du travail du sol, on a pu commencer à observer des autorégulations. Après, j'utilise toujours des phytos, mais vraiment de façon modérée. Ça, c'est depuis 2003. Donc, je suis pas bio, hein, parce que en fait, pour des problèmes de fertilisation, on peut pas, en grande culture, si on n'a pas d'animaux sur la ferme, on peut pas faire du bio. Après, en fait, quand par exemple là, on est en train de tester des itinéraires sans labour avec des semoirs directs, ça peut bien marcher. Cette année, ça marche plutôt bien parce qu'on a des bonnes conditions à l'automne pour semer sans travailler le sol. Par contre, si on est en période humide, ça va plutôt mal marcher, on va louper le semis. Et puis après, là, on voit poindre sur ces parcelles-là des problèmes, par exemple, de rongeurs. Donc, nous, on s'oblige à rien et on s'interdit rien parce qu'en fait, la nature a vite fait de nous prendre à contre-pied. Là, on voit une montée sur les champs où on a, depuis 2 ans, semé direct. On a une vraie montée de rongeurs et on sait que ça va poser problème, quoi. Voilà. Ok, et pardon, j'ai lâché 2 secondes parce que je cherchais le lien. Est-ce que je ne crois pas que tu as répondu sur la question des bruches aussi? Ah oui, les bruches. Voilà. Alors, en fait, alors moi, j'utilise vraiment
pendant des années, enfin jusqu'à 2021, j'ai pas utilisé de 2002 à 2021, j'ai pas utilisé d'insecticide en pulvérisation, hein. Toute culture. Donc, y compris sur les protéagineux, ça a plutôt bien marché. Et c'est là où, ben, sur un autre essai avec Raphaël, j'avais quand même on avait montré qu'il y avait un gros dégât au niveau des auxiliaires dans des févroles quand on mettait un insecticide. Alors, je dis pas qu'il faut pas en mettre. Il faudrait plutôt travailler à mieux le mettre sur le. Et après, parce que en fait, il y a des périodes où quand il y a l'installation des bruches, si elles sont vraiment nombreuses, les freiner avec un insecticide pulvérisé, ça peut être une bonne solution. Par contre, après, quand l'autorégulation se met en place, ça va plutôt être néfaste parce que ben, en fait, les auxiliaires elles sont trop sensibles aux insecticides, quoi. On va les, tous les tuer, quoi. Euh, et après, par contre, enfin, presque chaque champ est une situation particulière. La décision, elle appartient à l'agriculteur avec ses conseillers de savoir s'il faut traiter ou pas, quoi. Moi, je me garderais bien dans un système où on commence à faire des impasses insecticides, de dire c'est la meilleure solution parce que s'il n'y a pas le cortège d'auxiliaires qui est présent sur le territoire, bah, il va y avoir des gros échecs, quoi. C'est aussi ce on se rend compte avec le retrait des néonicotinoïdes sur betterave. Pour l'instant, on cherche des solutions. Peut-être la meilleure solution, ce sera la génétique des betteraves qui va être résistante à la jaunisse. Et pour l'instant, les solutions d'autorégulation, elles existent, mais elles ne sont pas suffisamment efficaces pour éviter les grosses pertes de rendement. Okay. Alors, j'ai une main levée. Monsieur Dubois, si vous pouvez remettre votre son, votre micro. On doit être en bas à gauche de votre écran. C'est bon là? Ouais. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? Voilà. Ouais. J'avais un problème, j'étais bloqué, je ne sais pas pourquoi. Oui, bah, d'abord, toutes mes félicitations à Monsieur Compère pour ce travail de passionné, comme vous l'avez dit, parce qu'il faut être passionné pour faire tout ça. Pour ce qui me concerne, moi, je suis propriétaire exploitant en Champagne-Berrichonne. D'ailleurs, si Monsieur Raphaël Rosès veut passer à la maison, chemin faisant, parce que je suis passionné de biodiversité, plus spécialement de petite faune de plaine et plus spécialement encore du perdreau gris. Je pense qu'il est un bon indicateur de biodiversité. Si vous avez normalement du perdreau gris sur votre territoire, c'est qu'a priori, vous avez une bonne biodiversité. Et je me bats pour maintenir cette espèce donc, sur mon territoire en l'aménageant autant que possible. Je tiens aussi à vous dire que je suis propriétaire exploitant, même si ce n'est pas tellement le sujet. Je pense que c'est important parce que quand vous êtes propriétaire exploitant, vous avez une vision de l'environnement qui est un peu différente que lorsque vous êtes, entre guillemets, simplement exploitant du territoire. Pour les remarques, donc moi, agriculteur en Champagne-Berrichonne, le plus gros volume d'insecticides que j'utilise, et je pose la question à M. Hubert Compère, c'est à l'automne sur les cultures que vous avez indiquées, à savoir le blé, le colza et l'orge. Donc, j'utilise surtout des insecticides à l'automne pour lutter contre pucerons, cicadelles et sur les colzas, contre altises et charançons. Est-ce que vous avez pu, moi j'avoue que je ne sais pas comment faire, est-ce que vous avez pu progresser dans ce domaine sur les insecticides d'automne qui représentent mon plus gros volume d'insecticides? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je vois que vous tendez à ce qu'on appellerait l'agriculture de conservation. Est-ce que vous pensez aller jusqu'au bout et faire véritablement de l'agriculture de conservation, ou est-ce que vous aurez des difficultés ou des choses que vous ne savez pas gérer, au moins à court moyen terme? Et puis, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a un aspect dont on n'a pas parlé, et que j'ai mis en pratique sur mon exploitation,
qui n'est pas du tout lié à la mise en place à des traitements insecticides, etc., sans changer les pratiques, c'est le parcellaire. Parce que pour avoir une bonne biodiversité, il faut avoir, à mon avis, un effet de lisière important. Et plus vos champs, sans changer vos pratiques agricoles, plus vos champs sont longs et étroits, plus vous avez d'effets de lisière et plus vous favorisez la biodiversité. Alors, je ne sais pas si vous avez également travaillé sur cet aspect-là. Ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à tout, mais c'est des questions entre passionnés. Bon, j'ai bien noté les questions. Donc, pour l'effet lisière, il est indispensable pour moi. Justement, pour ça, je me suis aussi aperçu en observant les cousins des tertiochinés. Ils ont toujours tendance à se rassembler en bordure de champ. Donc, une bordure de champ, elle va fixer les auxiliaires et bon, aussi les ravageurs, mais c'est quand même là que les événements se passent, les événements positifs se passent. Et c'est vrai que plus il y en a de bordures, meilleur c'est, quoi. Après, pour l'agriculture de conservation, alors là, je suis en phase de transmission de mon exploitation à notre fils. Il est favorable à tout ce qu'on fait et il est plutôt aussi branché sur l'agriculture de conservation. Alors, pour les insectes, c'est une très bonne chose, hein, puisque de toute façon, on ne bouleverse pas le dessus du sol, là où se stockent les pupes et les auxiliaires en général. Par contre, il ne faut pas se faire dépasser non plus par des problèmes de mulot, parce que là, on voit quand même que ça peut exploser. Et après, on est quand même suspendu aussi à l'utilisation du glyphosate pour tout ce qui est partie désherbage des graminées. Donc nous, on surveille la réglementation, on surveille les évolutions dans les champs, et après, s'il faut retravailler légèrement le sol, on le refera. Donc là, on est en train de tester avec un voisin des techniques pour limiter l'explosion des mulots sur certains champs, donc pour travailler un peu la terre, pour casser les galeries, quoi, en fait. Et après, la première question, c'était, je me rappelle plus bien. Il y avait aussi l'organisation du parcellaire, moi j'ai noté. Non, la première question, je reprends là, c'était sur l'utilisation des insecticides sur mon exploitation agricole. Oui, ça y est. Là où j'utilise le plus d'insecticides, c'est à l'automne, avec sur les colzas, notamment pour lutter contre les altises et contre les charançons, et sur les blés pour lutter contre les pucerons, notamment depuis la disparition du gaucho. Ouais. Donc là-dessus, alors là, je peux dire que chaque région doit être particulière, parce que j'échange souvent avec des gens de la Bourgogne, et en fait, quand il y a beaucoup de colza, en fait, il y a une grosse pression des coléoptères, hein, qui justifie certainement des interventions insecticides. Alors, on avait un programme peut-être avec Terra Innovia de surveiller un peu les larves, de voir si elles étaient parasitées. Mais pour l'instant, ça n'a pas été lancé. Moi, je peux dire que je ne mets pas d'insecticide sur colza à l'automne. Peut-être on est dans un secteur où on n'en a pas beaucoup. Cette année, j'en ai pas. Par contre, on a quand même vu des années, sur les années antérieures, où il y avait vraiment des grosses attaques d'altise, avec, de toute façon, des fois sur des petites parcelles, des colzas faibles, il fallait les détruire. Donc, moi, je me garderais bien de dire, il ne faut pas. Le problème, c'est de trouver les bons seuils. Et après, sur un seuil faible, ne pas faire d'insecticide, je pense qu'il n'y a pas de grosse erreur. À partir du moment où les pontes sont faibles, il n'y aura pas de dégâts, surtout sur des colzas vigoureux. Là, on peut dire que sur des colzas, nous, on a des bons colzas. S'il y a des larves, elles vont pas anéantir la culture. Sur la partie virose, ça, c'est le problème numéro un que nous, on rencontre en tant que producteurs de betteraves. Un puceron qui met la virose, de toute façon, il va mettre la pagaille sur le rendement. À quelle proportion, on ne sait pas. Ça peut être 20-30%. Ça, on ne sait pas à l'avance.
Donc là, oui, intervenir avec un insecticide, c'est pertinent. Sur les blés, jusqu'à maintenant, j'avais tenu de ne pas mettre d'insecticide en décalant les dates de semis. Après, tout le monde ne peut pas le faire. Mais en décalant les dates de semis cette année, en commençant seulement au 13 ou 14 octobre, là, cette année, j'ai craqué. Parce que je suis aussi en observation puceron pour une structure DataGris, c'est une entreprise de test, où là, j'ai capturé des pucerons pour voir si, déjà, quand ils sont présents, quel type de pucerons, et s'ils étaient virulifères. Mais là, en fait, à un moment, ça a basculé sur tous les champs de blé, j'avais des pucerons. Donc là, je suis intervenu une fois. Et après, là, maintenant, le temps a basculé sur du froid. On n'en aura pas trop. Mais moi, je me rappelle en 88 avoir des attaques de pucerons au mois de décembre et des attaques qui ont généré des pertes de 35% de rendement. Hein. Colossal. Donc là, et après, on sait que l'insecticide va mettre la pagaille dans les auxiliaires. Là, j'ai fait un insecticide. Donc, j'attends les prochains 8 jours, 8-10 jours, et je vais revoir un peu au niveau des auxiliaires si je n'ai pas perdu beaucoup des petites araignées, des choses comme ça, qui sont des régulateurs normaux. Et une dernière chose pour les perdreaux, si vous avez des zones de non-labour, vous augmentez un insecte qu'on ne voit pas beaucoup, c'est des colamboles, et c'est des détritivores. Et sur les études sur les jeunes perdreaux, ils en consomment énormément. Donc, c'est une bonne base. Tout ce qui est technique de non-labour, d'avoir des détritivores comme les colamboles, ça nourrit les carabes, les araignées, les petits oiseaux, les pipites farouches et les petites perdrix. Mais bon, après, là, on parle de cortège, quoi. Est-ce que je remercie là pour toutes ces remarques. Ce que je retiens de cet échange, c'est que nous avons des problématiques qui sont différentes d'une région à l'autre. Et c'est vrai que toutes ces études-là, à mon avis, doivent être menées dans des régions différentes de la France, de manière à pouvoir croiser les informations et arriver peut-être à des protocoles qui peuvent être différents d'une région à l'autre. Mais et j'invite donc M. Rouzès à passer dans le Berry, chemin faisant, pour qu'il appréhende une autre situation. Ok. Ah, c'est des bonnes idées. Hein. Raphaël, du coup, je vais passer pour une question pour toi. Juste pour l'effet lisière, Ouais, ça fait un moment qu'on l'étudie. On a l'habitude de dire qu'on baisse de 10% la biodiversité tous les 10 mètres. Ça veut dire qu'au-delà de 100 mètres, un champ, finalement, on se retrouve que pratiquement avec des ravageurs et beaucoup de fonctionnalités neutres, quoi. D'accord? Voilà. Donc, je vous rejoins sur le fait que les champs doivent être plus étroits, ça fonctionne mieux, c'est sûr. Et plus long, ça ne pose pas de problème, vous voyez? Non. Pour avoir gardé un parcellaire qui soit acceptable pour une agriculture moderne. Je vais passer à une autre question. Ouais, si je voulais juste sur la longueur, l'an prochain, vous pouvez vérifier sur la longueur d'un champ de colza, si vous en avez, les concentrations de micro-guêpes quand elles sont en attente des partenaires femelles. Hein. Donc, mais ils se répartissent bien sur la longueur, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Du coup, Raphaël, la question pour toi, quelqu'un demande quel est le degré d'expertise pour faire des relevés même simples et demande si tu as, d'après toi, peut-être Hubert peut répondre, mais si la méthode du RBA, Rapid Biodiversity Assessment, par des morphotypes te semble pertinente pour des conseillers qui ne sont pas spécialisés en biodiversité. Alors, problème du RBA, le RBA c'est bien pour faire du quantitatif. C'est-à-dire, on va comparer une parcelle à une autre, un mode technique à une autre. Bon, c'est bien. Ça. Finalement, on va voir. Ce qu'on va regarder, c'est le nombre d'organismes le nombre d'organismes qu'on va capturer. Voilà, ça c'est très quantitatif, et la proportion entre eux. Voilà. Par contre, si on veut faire une cartographie fonctionnelle, il faut
hélas, il faut affiner les choses. Et oui, on ne va pas se couper de faire de l'entomologie en laboratoire. Pour la simple et bonne raison que la RBA, on peut passer à côté d'informations essentielles. Tout à l'heure, Hubert a mis une photo d'une mouche prédatrice. Avec le système RBA, cette mouche, elle va dans les mouches et elle ne va pas être forcément comptabilisée comme organisme dire intéressant. Ensuite, je parlais tout à l'heure des tersillokinés, ils ne vont pas apparaître dans cette étude RBA. Et c'est dommage parce que ça, c'est des auxiliaires ultra spécifiques et c'est un peu des auxiliaires clés. Donc, leur présence ou leur absence va être déterminante sur quoi faire après dans le futur, quoi, dans l'exploitation. Donc, RBA, c'est bien peut-être pour une pré-approche d'une exploitation, mais hélas, si vous voulez vraiment une cartographie fonctionnelle de votre exploitation, il faut passer par de la détermination, peut-être pas de la détermination totale, mais il faut de la détermination entomologiste via un entomologiste ou via quelqu'un qui sait faire de l'entomologie pour arriver en fait à donner une fonction sur les différents organismes qui sont capturés. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de la personne, non, mais voilà. Une question, je ne suis pas tout à fait sûre de savoir ce qui est attendu comme réponse, mais pareil, je pense que c'est pour toi, Raphaël. Est-ce qu'il y a une expertise sur le contrôle des résistances des ravageurs, contrôle sur la résistance des ravageurs lors de traitements insecticides? Je sais pas si Alors ça, c'est du boulot que font en général l'INRA ou le CNRS. Hein. Nous, quand on a fait notre étude là, via Dupont, c'était vraiment l'impact sur les cortèges d'auxiliaires. Ce qu'on a voulu regarder, c'est qu'est-ce qui se passait finalement juste après un traitement. Est-ce qu'il y avait une perte de la diversité et une perte de la fonctionnalité, c'est-à-dire des proportions des différentes cohortes d'auxiliaires. C'est ça qu'on regardait. On ne regardait pas forcément la résistance. Après, ça peut être fait, mais moi, je suis pas expert là-dedans. Là, il faut un gros laboratoire pour faire ça. Et puis des gens qui sont experts dans le ravageur et dans les phénomènes de résistance. Voilà. Ça peut être lié les deux, oui, mais c'est pas les mêmes. C'est pas ce type d'études que nous on réalise, quoi. Ouais, pour tester les résistances, moi j'ai capturé des lots d'insectes sur colza. Et en fait, c'est des laboratoires spécialisés qui testent. Donc, il faut capturer au champ 500 charançons ou 500 méligètes. On les envoie à un laboratoire qui va tester la résistance du groupe à un insecticide ou à un autre. Il y avait une question de Segloria, mais je pense que du coup, Hubert y a répondu tout à l'heure parce que c'était lié aux insectes d'automne. Redites-moi dans le chat si vous voulez quand même préciser les choses, mais sinon, je pense que la question, elle a été répondue. Et donc là, je pense que Hubert, on va te demander de développer un peu plus sur la partie comment tu finances la prestation de Raphaël et, alors, je ne sais pas si tu as des éléments en plus par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure et comment tu trouves le temps de faire l'échantillonnage dans les champs, parce que le temps et le financement, ça semble être des freins importants pour développer ça dans d'autres exploitations et multiplier ces observations. Bah là, les financements, il y a eu plusieurs cas de figure. Bon, avec Dupont, c'était bien clair. Il faut quand même travailler avec les boîtes phyto pour avoir des sous, hein, à faire. Après, sur la partie, moi, il y a des fois, quand je suis curieux, par exemple, ce qu'on a fait sur les févroles en comparatif avec du blé, là, c'est moi qui est financé au niveau de la ferme. Après, c'est pas que de la connaissance personnelle. Moi, dans mes décisions, ça m'aide aussi. Par contre, s'il y a de dommages quand on ne fait pas une étude partagée avec d'autres, c'est que ces connaissances-là, elles restent empiriques, alors que finalement, elles mériteraient d'être partagées avec d'autres et vérifiées chez d'autres, dans d'autres fermes. Après, il y a eu d'autres cas de figure où quand on fait une formation Vivea, on a un financement. Par contre, le regret qu'on ait dans les formations Vivea, c'est des petits groupes, quoi. C'est une quinzaine de personnes.
et que des agriculteurs qui ont financé ou des catégories de personnes qui ont financé Aviva, quoi. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, sauf une fois, mais bon, c'était compliqué, d'avoir un financement région ou chambre régionale pour avoir un grand groupe. Parce que ce qui est intéressant sur des types de formations comme ça, c'est de mélanger un peu les personnes, d'avoir un peu d'agriculteurs, un peu de naturalistes, un peu de tout le monde, quoi. Et comme ça, les gens se parlent en plus, et puis ils voient les mêmes choses. Et ça, pour l'instant, on n'a pas la clé, hein. Ok. Il me reste quelques minutes. Ouais, il y a des petites remarques sur la longueur des champs qui peuvent poser des problèmes pour les jeunes animaux en période de récolte et que les syndicats de pays, ça peut être une piste de financement via la PAC. Alors, je crois que j'ai pris toutes les questions plutôt techniques sur la logistique. Enfin, il nous reste quelques minutes. Alors, s'il y en a, je crois qu'il y a d'autres personnes qui travaillent un peu comme Raphaël sur les sujets similaires ou un peu différents. Donc, s'il y a d'autres personnes qui veulent témoigner, on peut profiter des dernières minutes. Et sinon, d'un point de vue rendu après, pour diffuser, donc ça a été enregistré, sauf les premières minutes, j'ai oublié. Mais on va faire un résumé de 4 à 6 pages. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être transmis, hein, si vous voulez, à des, comme vous le disiez, à des agriculteurs pour sensibiliser, etc., dans les chambres, dans les coopératives, il ne faut pas hésiter. Et puis là, pour le support de présentation, ben, je vais revoir avec Raphaël et Hubert s'il y a besoin d'adapter des choses pour la diffusion, mais a priori, ça devrait être bon pour les mettre à disposition. Il faudra juste patienter un petit peu. Ou m'envoyer un mail aussi, c'est vraiment urgent et je le ferai individuellement. Hop, ben, je vois une dernière question. Bon, ça arrive. Concernant la détermination, pour avoir une info sur la fonction identification jusqu'à la famille, est-elle suffisante, Raphaël? Ça dépend. En fait, il faut arriver à une fonctionnalité. C'est ça, c'est là où c'est compliqué et c'est un peu la pratique, hein. Par exemple, je ne sais pas moi, la plupart des coccinellidés, ça va aller. Et encore, on peut se planter, mais la plupart du temps, elles sont toutes prédatrices. Donc, ça suffit. Une araignée, on peut juste dire araignée, elles sont toutes prédatrices. Après, il y a d'autres choses qui est très compliqué. Par exemple, les punaises. Dans le monde des punaises, les trois quarts, les 9 dixièmes des punaises sont plutôt phytophages, hein, même pas ravageurs des cultures, elles sont phytophages. Pourtant, il existe au sein des punaises des prédatrices. Et là, hélas, elles, il faut presque remonter jusqu'à famille ou sous-famille. Et c'est encore mieux d'avoir un genre, quoi. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Les parasitoïdes, voilà, on peut s'arrêter. Si on arrive à trouver que c'est un parasitoïde, oui, fonctionnellement, ils sont toujours intéressants. Par contre, si on veut savoir à quoi ils servent dans l'exploitation, il faut aller un peu plus loin. C'est là où c'est difficile, en fait, hein. Je comprends que c'est pas simple. C'est que vraiment, pour avoir une fonctionnalité, c'est de l'apprentissage, de l'expérience et après, quand même, une base de connaissances, hein. Il faut connaître un peu les cortèges d'auxiliaires qu'il existe dans les grandes cultures ou dans d'autres types de cultures. Ils ne sont pas les mêmes, forcément. Et bah, du coup, je vais finir. La dernière question me semble bien pour conclure. Au niveau communal, comment donner envie aux agriculteurs conventionnels de s'intéresser à l'importance des haies et lisières enherbées pour leur exploitation et de se tourner vers la conservation du parcellaire et des cortèges? Je pense que tous les deux, vous pouvez peut-être répondre. Comment on donne envie aux agriculteurs? Bah, moi, je vais dire comment on donne envie. Il faut déjà savoir que quand on plante des haies, on a quand même un cortège de difficultés à entretenir. Faudrait peut-être qu'au niveau de la... Moi, j'en ai planté beaucoup et là, je mets un frein parce que on a quand même des problèmes avec les périodes d'entretien. Ça, c'est un souci. Après, on a dans l'entretien, il y a aussi, par exemple, des espèces qui invasives qui les colonisent. Donc, on ne sait jamais bien aujourd'hui vis-à-vis de la réglementation si on doit les couper, pas couper. C'est les fameux papillons cubrins, quoi. Moi, je pense que on peut faire beaucoup mieux. Par contre, il faut qu'au niveau de
la réglementation, ça soit plus simple pour beaucoup, parce que c'est trop compliqué quand il y a des contrôles. Il faut vraiment être passionné pour supporter un peu les contraintes réglementaires. Après, pour tout ce qui est espèces à fleurs sur les bandes d'herbe, là, on est en train de travailler un peu dans le cadre du PNRI avec les betteraves, à des plantations ou des semis d'espèces qui fleurissent. Donc ça aussi, alors donner envie, bah, c'est peut-être d'aller chercher des solutions aussi pour des apiculteurs. Quand on sème de la luzerne, avoir des fleurs, bah, en fait, c'est d'avoir des actions qui vont satisfaire un peu les gens qui sont un peu opposés à l'agriculture conventionnelle d'habitude, quoi. Mais il n'empêche qu'il faut se parler avant et puis surtout rester pragmatique. Si on plante trop puis qu'on n'entretient pas derrière, de toute façon, ça crée des frustrations et des conflits, hein. Raphaël, tu veux compléter ou on s'arrête là? Sur la mise en place de haies ou de jachères ou Au de niveau friches communal, comment on pour les, peut pour donner les- les envies, quoi. Ouais, ouais. enfin, mais il faut qu'il y ait quand même suffisamment de personnes motivées parce que on peut pas tout supporter tout seul, quoi. Non, non, mais ça, enfin, c'est une question philosophique. C'est un peu le lien qu'on a avec la nature et la biodiversité. C'est important d'avoir cette complexité. Voilà. La terre n'est pas juste un substrat où on va faire notre culture. Voilà. On vit en harmonie avec beaucoup de choses. En plus, bon, je rejoins l'agriculteur qui est intervenu tout à l'heure. Souvent, derrière un agriculteur se cache un chasseur. Et si vous voulez un peu de gibier intéressant, ben, il faut des zones pour qu'ils puissent se reproduire, se nourrir, passer l'hiver, etc., etc. Donc, amener une complexité dans son exploitation, c'est toujours amener des choses intéressantes. Voilà. Euh, Après, il ne faut pas forcément toujours trouver un bénéfice à tout ça, quoi. Le bénéfice, il est, comment dire, pour l'humanité, enfin pour l'exploitation et pour l'humanité en général, quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, c'est presque une approche, quoi. Faut pas chercher toujours à avoir un bénéfice. C'est un état d'esprit, un état des lieux, quoi. C'est comme ça, quoi. Voilà. Donc, c'est peut-être difficile à percevoir, mais c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, peut-être. Ouais. Et peut-être là, parce qu'on demandait au niveau communication, bah, au-delà d'aller, enfin, avant de faire une formation forcément d'une demi-journée complète ou une journée complète, nous déjà fait intervenir Raphaël devant des publics plus ce type coopérative, technicien de coopérative avec quelques agriculteurs. Et oui, en quelques heures, on arrive à faire passer des messages et ça donne envie, ou des webinaires comme cela. Enfin, si c'est de la communication, ça peut aussi passer par là. Organiser des moments d'échange entre agriculteurs, techniciens et puis naturalistes. Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. Il est l'heure. Ben, je vous remercie à tous pour votre participation. Hubert et Raphaël m'avaient dit de passer le message qui se reste à disposition si vous avez encore des questions après. Il y avait leur mail tout à l'heure, mais vous pouvez me les redemander si vous voulez. Et voilà, j'espère que le format vous a convenu. C'était pardon, un premier test de notre côté. Et puis du coup, peut-être au prochain webinaire. Merci à tout le monde. Au revoir.